On ne peut pas dire que le monde de la musique soit masculin. Pour moi, ce serait une erreur. En revanche, dès lors qu'une femme, en fait, prend les baguettes, parce que c'est de ça dont il s'agit, c'est assez amusant, mais c'est un symbole qui, pour moi, est tellement fort et à visualiser, que dès lors qu'elle occupe, en fait, un poste de pouvoir, il y a un frein. Il faudra commencer à changer la représentation du pouvoir. Donc quitter un pouvoir centralisé vers une image de pouvoir distribuer, pouvoir partager, pouvoir influer, le pouvoir d'entraider. Le pouvoir, pour moi, c'est l'engagement. C'est de travailler autour du pouvoir pour, plutôt que de travailler sur des envies de pouvoir sur. Pour moi, c'est d'avoir une influence en fait sur le cours des choses qui arrivent. C'est la capacité à faire, c'est la liberté qu'on se donne d'agir, de réfléchir, de sortir du cadre, de se lancer. Est-ce que l'objectif parfois, c'est de ne pas exercer de pouvoir, mais de mettre en lumière ceux des autres ? Bonjour Clémence. Bonjour Nelly. Vous êtes pianiste concertiste depuis 2004 avec une envie non avouée de devenir chef d'orchestre. Ambition que vous n'avez même jamais tenté de réaliser, tant les modèles féminins dans ce métier n'existent pas, puisque seuls 4% des chefs d'orchestre en France sont des femmes. Pour changer cela, vous avez créé l'association Mawoma, qui organise un concours mondial de maestras, pour les rendre visibles et permettre aux prochaines générations de musiciennes de les rejoindre. Vous êtes également colonel réserviste au sein de la Gendarmerie nationale, rattaché au bureau du général d'armée Christian Rodriguez, et très engagé dans plusieurs associations qui luttent contre la violence faite aux femmes et aux enfants. Vous êtes marraine et bénévole, notamment pour AVI, Action contre les violences infantiles, l'association Les Violences, Moi J'en Parle, France Parrainage et AMAD, Association mondiale des amis de l'enfance, pour laquelle vous êtes engagé depuis 12 ans en tant que membre du conseil. Vous avez également intégré la promotion 2020 de Young Leader Promotion de la Fondation France-Asie, programme qui favorise les échanges entre très haut potentiel français et asiatiques issus d'horizons variés. En 2022, vous avez été nommée femme de culture parmi les 100 femmes les plus influentes dans la culture. Ça fait un moment que nous échangeons. Je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui pour parler de la visibilité des femmes, la violence professionnelle et domestique et le besoin surtout de faire changer les choses. Alors avant de démarrer, je souhaiterais savoir qu'est-ce que c'est le pouvoir pour vous ? Ah, ça c'est une belle question. Une belle introduction même, je dirais. Le véritable pouvoir se situe dans les connaissances. Moi, je mise tout sur l'éducation, donc la culture. Et le pouvoir, pour moi, est avant tout intellectuel. C'est-à-dire que dès lors qu'on est fait de connaissances et de matière pour réfléchir, oui, pour moi, c'est ça le véritable pouvoir, oui. C'est de savoir, en fait. C'est de savoir et de savoir s'interroger. Voilà. Parce qu'à partir du moment où un monde, une société ne s'interroge plus, ce qui est d'ailleurs, puisque je pense que l'on traverse une crise morale, une crise de civilisation, une perte de sens assez importante. Je crois qu'on est tous assez unanimes, sans être pessimistes d'ailleurs, à partager ce constat, et qu'effectivement la question du savoir et de la capacité à s'interroger est extrêmement importante, et qu'il faut à tout prix continuer de s'interroger et pas sombrer dans une emprise comme ça technologique, cette emprise générale de perte de sens, voilà, et que l'interrogation permettra toujours de sauver le monde. C'est à partir du moment où on ne s'interroge plus sur rien que pour moi une société s'éteint. C'est intéressant de poser pouvoir et emprise, parce que l'emprise est un pouvoir en tant que tel. Tout à fait. Tout à fait. Donc selon vous, si j'entends, c'est sortons du pouvoir de l'emprise en se posant des questions. C'est ça en fait. C'est ça. De continuer à s'interroger, de savoir s'interroger, de pouvoir ouvrir des tiroirs pour pouvoir s'interroger. Quelles que soient les interrogations qu'on puisse se poser, c'est véritablement être capable de s'interroger, vraiment. Et les tiroirs, c'est les connaissances, c'est la culture, c'est l'ouverture vers le monde, les autres. Et c'est ça qui, pour moi, constitue un vertèbre absolument fondamental. Voilà. Ça vous fait quoi d'être dans les 100 femmes les plus influentes de la culture au vu de ce que vous venez de me dire ? Alors moi, j'adore l'idée d'être fière de soi. Je trouve ça fabuleux. C'est bien d'être fier de soi, mais je le suis tout autant pour les personnes qui entreprennent, je dirais, ce type de mouvement. Donc je salue notamment Stéphane Paris, Stéphane Paris, qui en est le fondateur. Et donc je suis tout autant fière d'en faire partie et honorée de voir que des mouvements, des actions comme la sienne, et comme d'ailleurs c'est pas seulement la sienne, puisque les 100 femmes de culture, c'est une aventure humaine, avec un conseil,
personnes qui travaillent dans cette fondation. Et donc, voilà, je suis très enchantée de constater que des engagements de la sorte continuent à se développer. Qu'est-ce que c'est pour vous que ce pouvoir d'influence en termes de culture ? Ça veut dire quoi pour vous ? Alors, sur le plan, je dirais, individuel, ça ne me procure pas le sentiment d'un pouvoir, je dirais, intime, narcissique. Bien sûr, ça flatte l'ego et c'est très bien, on en a besoin. Mais en revanche, non, je trouve que ça peut, j'espère que ça l'est en tout cas, participer à l'idée du rôle modèle, c'est-à-dire que on est inscrit dans ce qu'on appelle une promotion, on est entre guillemets mise en lumière, et donc on participe un peu à cette notion de rôle modèle, de donner l'envie à d'autres femmes de se dire que c'est possible. Vous avez dit tout à l'heure que le pouvoir, c'est de se poser des questions, de s'ouvrir. Quelles questions vous êtes posées quand vous avez monté votre association pour mettre en lumière les femmes chefs d'orchestre dans le monde ? Je ne me souviens pas, en tout cas, m'être posé des questions autrement que des questions, je dirais, d'ordre structurel, bien évidemment liées à la conception d'un projet qui demande évidemment un certain nombre d'éléments, je dirais, matériels, logistiques. Mais sur le plan individuel, des questions, je ne peux pas vous dire que je m'en sois posée. J'ai fait ce projet parce que c'était une sorte d'évidence, il fallait que je le fasse et voilà. Ok, vous êtes allé chercher des maestras. Je ne sais pas si le terme est rentré dans le dictionnaire, mais on va se le permettre. Eh bien, très bien. L'inverse, si vous y opposez. Non, mais pas du tout. Je suis pour l'évolution du langage. Pas à n'importe quel prix. Mais... Je crois qu'il y a eu débat en Italie. J'ai vu que maintenant, ça commence à rentrer, parce que c'est un terme italien à la base. Exact. Donc, du coup, il y en a... Donc, je disais, en France, il y en a 4%. Vous allez nous dire combien il y en a dans le monde, parce que je crois que vous avez plus de chiffres que moi sur le sujet. Comment ça s'est passé pour aller les chercher, aller les trouver ? Parce que les rendre visibles, il faut quand même les trouver d'abord. C'est vrai, c'est la première des choses. Écoutez, comment ça s'est passé ? On a créé une plateforme avec la possibilité de s'inscrire directement sur notre plateforme via notre site internet. Et puis, le contact direct avec un lien pour pouvoir s'inscrire, envoyer toutes les recommandations qui étaient afférentes à la candidature. Et comment on a communiqué ? On a fait ce qu'on pouvait pour communiquer le plus possible avec des ambassades, des relais, en fait, puisque c'était à l'échelle internationale. Il fallait communiquer et s'appuyer, selon moi, beaucoup sur les réseaux d'ambassadeurs, les réseaux de Français à l'étranger, les conservatoires, les médias liés à la musique classique, pour faire connaître, évidemment, le lancement de ce concours. Alors, je précise que ce concours, pour l'instant, il est en pause, mais c'est une volonté personnelle parce que j'ai besoin de passer par une phase, je dirais, de restauration, non pas de reconstruction, parce que je déteste ce mot, reconstruction, de me restaurer parce que j'ai fait face à des problématiques de santé personnelle. Et voilà, ce concours est donc en pause pour l'instant. Reconstruction, restauration, c'est intéressant. Reconstruction, c'est vrai que c'est comme si il y avait une destruction, qu'on repartait tout à zéro, j'imagine. Restauration, c'est se retrouver. C'est ça la différence que vous y faites ? Peut-être, oui, peut-être. Se reconstruire, oui, sans doute. En tout cas, je n'aime pas l'idée de se reconstruire comme si on n'avait jamais été construit. C'est plutôt à ça que ça me fait penser. Alors que se restaurer, c'est un peu s'asseoir dans un fauteuil, prendre un peu de pain, un verre d'anis, quelques cacahuètes. Et c'est ça, se restaurer, c'est l'idée de se nourrir, de se poser. Voilà. En tout cas, dans ma tête, c'est ça. Voilà. Très bien. Je trouve ça intéressant parce qu'en ce moment, on parle beaucoup de déconstruction. Du coup, si on se déconstruit, on se reconstruit. Donc, restaurons-nous, c'est peut-être plus sympa. Le concours est en pause très bien. Vous êtes allé chercher les personnes. Les gens ont été plutôt réceptifs parce que vous avez quand même eu des candidates. Moi, la question, c'est qu'est-ce que vous cherchez du coup chez une magistrat ? C'est quoi les critères qui font que vous les sélectionnez après pour les concours ? Alors, je tiens à préciser qu'à titre personnel, en tant que présidente de ce concours, ce que nous l'avons donc initié et lancé, je n'intervenais absolument pas quant au choix et à la sélection des candidates, puisque c'était pas mon rôle. En revanche, ma conception, en tout cas, des critères, en tout cas requis pour être un bon ou une bonne chef d'orchestre, c'est d'abord et avant tout, selon moi, la personnalité. Parce que la personnalité, c'est quelque chose qui est véritablement de l'ordre, je dirais presque du spirituel. C'est quelque chose d'épidermique, la personnalité, de magnétique. Quand une personne rentre dans une salle, quelle qu'elle soit, chef d'orchestre d'ailleurs ou pas, il y a des personnes qui nous font quelque chose, nous attirent comme ça, sans même pas qu'ils parlent, et d'autres qui sont plus effacées.
Et c'est un peu de ça dont il s'agit dans cette discipline-là. La personnalité, pour moi, c'est quelque chose qui se sent même avant que la personne ait commencé à diriger. On voit tout de suite dans la démarche, dans l'allure, dans la vivacité, parfois même dans certains prémices de gestuels. Il y a quelque chose qui se dégage avant que le jeu n'ait commencé, avant que la musique n'ait commencé. Et c'est ce que je trouve d'ailleurs de magique. Mais c'est pas seulement dans la direction d'orchestre, mais j'en parle en particulier puisque vous me posez la question pour ce qui relève de cette discipline. Et puis voilà, ça va avec le charisme ensuite, la rigueur. Il faut beaucoup de rigueur, beaucoup de discipline. C'est la musique classique, ça relève évidemment de l'excellence. Pas forcément le perfectionnisme à tout prix, et coûte que coûte, parce que le perfectionnisme, ça peut coûter cher, il en faut, mais ça peut être assez psychédélique. Ce qu'il faut, c'est aller vers cette voie de l'excellence. Et donc, il faut beaucoup de rigueur, beaucoup de discipline. Et voilà, je dirais que c'est pour moi les critères les plus essentiels. C'est intéressant que vous commenciez par la personnalité. Alors, il y a à la fois la personnalité et le charisme, parce qu'il y a le côté magnétique dont vous parlez. Mais la personnalité mise en avant, c'est intéressant parce que du coup, on sort du normatif, qui est souvent ce qu'on attend dans le rapport au leadership, à l'excellence, et se disant, du coup, c'est sa personnalité qui nous met en avant. Et donc, finalement, les femmes ont autant leur place que les hommes. Quand on parle purement de personnalité, on n'est plus sur des critères stéréotypés. Donc, je trouve ça plutôt intéressant de mettre ça en avant. Après, évidemment, dans ce que vous décrivez, on voit la posture du chef d'orchestre. Moi, je le vois. Quand on parle de rigueur, de façon de marcher, il y a quand même des codes, j'imagine, liés au chef d'orchestre. Comment les femmes s'y retrouvent là-dedans ? Je vais étendre ma question avant que vous y répondiez. Quand j'ai monté ce podcast, je me suis posé la question du rapport des femmes au pouvoir, notamment dans la direction d'entreprise, parce que les codes, finalement, du management sont assez virils. Et dans ma tête, comme ça, je vois des codes assez virils du chef d'orchestre, ce côté très carré, Enfin voilà, c'est ma vision que vous allez peut-être débattre. Je vois. Comment les femmes s'y adaptent là-dedans ? Finalement, elles reprennent certains des codes virils, et puis avec leur personnalité, elles arrivent à transformer des choses. Comment ça se passe pour les chefs d'orchestre ? Est-ce qu'elles font évoluer, finalement, le rapport au métier de chef d'orchestre ? Est-ce qu'elles se réapproprient certains codes ? Comment vous voyez ça ? Je ne sais pas si elles font évoluer le métier. Je n'aime pas, en fait, mais c'est peut-être un tort, je n'aime pas différencier les hommes et les femmes. Okay. Je n'aime pas dire qu'un homme peut faire ça, une femme peut faire ça, et une femme peut faire plus, un homme peut faire moins. Je pense nécessairement, en tout cas, que la place de la femme dans la direction d'orchestre apporte quelque chose. Okay. Elle apporte quelque chose, donc. Et vous allez me dire, si elle apporte quelque chose, elle fait évoluer. Ça peut aller ensemble. Mais forcément, elle apporte quelque chose parce qu'il y a quand même, je trouve, cette manière de diriger. C'est vraiment une sensation intuitive que je ressens, de l'ordre du charnel, de la sensualité, de l'expression dans le geste qui est là, qui est féminin. Voilà. Alors oui, elle apporte quelque chose. Et ça ne révolutionne pas la musique, ni l'orchestre, je veux dire. C'est là où il faut être prudent et nuancé dans la réponse, en tout cas, que je vous apporte, parce que tout est une question de nuance et de contraste. Et quand je vous dis qu'une femme apporte quelque chose, pour autant, je ne dis pas qu'une femme va faire évoluer la direction d'orchestre. Ce qui évolue, ce qu'elle va faire, c'est faire évoluer les consciences par sa place, par la place qu'elle va prendre et qu'elle va s'octroyer, qu'elle va s'autoriser à prendre. C'est ça. Mais globalement, j'ai envie de croire, sans trop de difficultés, que les femmes n'ont pas de difficulté à prendre une place dans la direction d'orchestre. Dès lors qu'on leur dit que c'est possible, dès lors qu'on a ouvert davantage, justement, en créant des concours, en valorisant les femmes chefs d'orchestre, à partir du moment où on crée ce qu'on appelle cette idée du rôle modèle, les femmes n'ont pas de difficulté à prendre leur place, je trouve. Elles sont heureuses. Après, elles ont des difficultés à prendre leur place dans l'aspect professionnel. Et c'est là où il faut vraiment les aider, les accompagner, parce qu'il demeure, c'est vrai, un esprit, vraiment, c'est vrai, on peut pas s'en exempter pour l'instant, dans la direction d'orchestre, très masculin, où c'est effectivement, dès qu'il s'agit de grands orchestres, majoritairement encore des hommes qui sont à la tête de ces orchestres. Ça, c'est une réalité. Les chiffres, d'ailleurs, sont là pour nous le rappeler. Ces 2 dernières années, un constat qui doit attirer notre vigilance, puisque ces 2 dernières années, il y a une légère régression, en tout cas au niveau international. Donc, des postes de direction musicale dans le monde, occupés par des femmes, sont autour de 10%, alors qu'ils étaient à 15% les 2 dernières années, donc les 2 années précédentes. Voilà. Ok, donc ça c'est la direction des orchestres, c'est ça ? Ou c'est chef d'orchestre ? C'est ça, c'est prendre vraiment, quand une femme dirige un orchestre, c'est vraiment, elle prend la tête de l'orchestre, elle le dirige de façon artistique et elle est directrice artistique de l'orchestre et elle en est le titulaire. C'est pas
comme lorsqu'on invite une chef d'orchestre de manière ponctuelle, comme c'est le cas de temps en temps à l'Opéra de Paris. Alors vous disiez, j'aime pas faire dire entre les hommes et les femmes, et dans l'absolu, vous avez raison. Ce que je trouve intéressant dans la musique, c'est que selon les cultures, selon les traditions musicales, selon même les instruments, certains pays vont le mettre pour des hommes ou pour des femmes. Je prends un exemple qui est le mien, je joue de la harpe. En Europe, il y a quasiment que des femmes du fait d'un historique Marie-Antoinette. Vous allez en Amérique du Sud, je ne sais plus dans quel pays, ce n'est que des hommes qui jouent, parce que l'historique fait que ce n'est que des hommes. C'est ça, voilà, tout à fait. Et donc l'historique influence et la visibilité, comme vous l'avez dit, influence, parce que plus on voit des femmes faire d'un instrument ou faire chef d'orchestre, plus on se dit c'est possible, etc., etc. Oui, et puis je tenais à dire aussi que, en tout cas dans la musique classique, il n'y a vraiment que dans cette discipline, alors aussi dans la composition. En France, on a une formidable violoniste qui s'appelle Marina Chiche, qui est très active sur le sujet, puisqu'elle a écrit un livre sur les femmes compositrices, donc qui effectivement pose la question du domaine de la composition aussi, parce que c'est vrai qu'il y a peu de femmes compositrices dans l'histoire. Il y en a, mais c'est vrai qu'elles n'ont pas été tellement valorisées. Et dans la musique, de manière plus générale, effectivement, il n'y a que dans la direction d'orchestre, pour avoir déjà parlé de la composition, que la question se pose, parce qu'en réalité, on ne peut pas dire que le monde de la musique soit masculin. Pour moi, ce serait une erreur. En revanche, dès lors qu'une femme, en fait, prend les baguettes, parce que c'est de ça dont il s'agit, c'est assez amusant, mais c'est un symbole qui, pour moi, est tellement fort et à visualiser, que dès lors qu'elle occupe en fait un poste de pouvoir, il y a un frein. Et donc, tout simplement, c'est véritablement la seule discipline, parce que, par exemple, chez une femme soliste, violoniste, pianiste, qui fait le tour du monde, qui n'est jamais à la maison, ou presque pas, en tout cas, qui voyage beaucoup, on ne va pas se dire elle ne peut pas élever ses enfants, on va se le dire peut-être, mais ce que je veux dire, ça ne va pas être un frein, ni pour les personnes qui produisent, le milieu de la production, ni dans la pensée commune, en fait. Alors que dans la direction d'orchestre, je l'ai entendu dire, une femme qui dirige un orchestre, la question arrive, mais comment va-t-elle faire ? Elle fait le tour du monde, elle va voyager, et vient cette question de la vie de famille et de, évidemment, la présence ou non auprès de ses enfants. Et ça, c'est assez surprenant. Parce qu'en réalité, c'est exactement la même chose. Mais pourquoi la question se pose lorsqu'il s'agit de la direction d'orchestre et pourquoi elle ne se pose pas chez une femme soliste ? Eh bien, je pense que ça ne peut que nous interpeller. La question ne se pose qu'au moment d'atteindre une direction. C'est intéressant parce que c'est vrai que on le voit dans le monde des organisations. Dès qu'ils se posent la question d'arriver à certains postes de management, ça pose question. Mais dans les sujets d'expertise qui sont en parallèle avec la musique, on se pose moins la question des absences, des enfants, etc. Vous êtes très impliquée dans les associations pour la violence faite aux femmes et aux enfants, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce qui vous pousse à aller là-dedans ? Parce qu'avant que vous répondiez, vous m'avez dit tout à l'heure, je ne fais pas la différence de genre, très bien. Maintenant, d'un point de vue purement stat, par contre, dans la violence faite aux femmes, et là on le précise, il y a une différence. Alors la violence de façon générale domestique, elle touche à 80% les femmes et 20% les hommes. Et par contre, les agresseurs sont à hauteur de 96% des hommes, je crois, si je ne me trompe pas. Même sur les hommes et les enfants garçons. Voilà, donc qu'est-ce qui vous pousse là-dedans ? Oui, alors tout d'abord, je vais vous répondre. Je voudrais juste apporter une précision par rapport à l'idée de ne pas faire de différence. C'est-à-dire que je n'aime pas faire de différence quand il s'agit de domaines professionnels, voyez-vous, ou de domaines culturels qui relèvent du monde professionnel. Et pour ce qui concerne mon engagement, effectivement, auprès de ces associations, et par rapport aux chiffres que vous citez, oui, les chiffres sont alarmants. Là, effectivement, on ne peut que s'alerter, que s'inquiéter et que s'interroger aussi de ces chiffres qui ne sont pas qu'alarmants. Ils sont en réalité, ils disent quelque chose. Ces chiffres parlent. Et là, marquent de manière évidente la différence, effectivement, qu'il peut y avoir entre un homme et une femme. Mais cette différence, encore une fois, je pèse mes mots parce que pour moi, tout est une question d'éducation. Alors, je suis peut-être un peu trop idéaliste, mais je suis pas sûre qu'un homme naisse agressif. Je suis pas sûre, je sais pas, je suis pas anthropologue, mais vraiment, je crois, enfin peut-être que c'est une illusion, je crois que vraiment l'éducation a son rôle dans tout ça. Et alors effectivement, pour l'heure, les chiffres sont ceux qu'ils sont et ils sont dramatiques. Et j'ai voulu m'engager d'abord avant d'être maman, puisque je suis maman d'un petit garçon de 6 ans,
J'ai fait moi-même l'objet de violences à la fois physiques et psychologiques, surtout très très graves. Je peux en parler assez librement, mais j'ai été engagée avant même d'y être confrontée. C'est amusant d'ailleurs. D'abord auprès de l'AMAD, qui est une fondation vraiment qui œuvre pour les femmes et les enfants. Et pourquoi pour les femmes et les enfants ? J'ai envie de vous dire parce que, en fait, c'est les plus vulnérables. Ce sont les plus vulnérables. Les femmes, c'est une réalité qu'on ne peut pas nier. Les femmes, et notamment les femmes avec des enfants, lorsqu'elles sont seules, et même quand elles ne le sont pas d'ailleurs, enfin, peu importe, mais sont de toute façon vulnérables. Et donc, finalement, s'engager aux plus vulnérables, c'était ça, ce qui m'animait pour aider, pour essayer de participer à un monde un peu meilleur. Mais effectivement, la question des personnes les plus vulnérables, pour moi, est centrale. Voilà. Qu'elles soient auprès des femmes et des enfants, mais aussi aux personnes qui sont dans la rue, qui n'ont pas de toit. Il n'y a pas que des femmes qui sont dans la rue et qui n'ont pas de toit. Mais voilà, j'ai voulu personnellement, certainement par conviction, choisir cet engagement-là. Voilà. Alors que les enfants soient vulnérables, c'est vrai. Qu'est-ce qui fait que les femmes sont, elles, vulnérables ? Les femmes sont vulnérables. Je ne sais pas si elles naissent vulnérables, mais elles le deviennent pour moi. Je pense que toutes les sociétés sont là pour le leur rappeler, en fait. D'abord, très souvent, il y a cette question financière, puisque beaucoup de femmes sont en situation financière absolument désastreuse, qui est une double peine, puisque ça s'ajoute aux vulnérabilités. Alors, lorsqu'il s'agit de violence, puisqu'on en parle, et qu'il faut qu'elles choisissent, non pas qu'elles choisissent, mais il faut qu'elles partent, qu'elles quittent le domicile conjugal parce qu'elles sont confrontées à des violences, s'ajoute dans la majorité des cas la peine de la question financière. Et alors avec des enfants, c'est véritablement dramatique. Donc ça fait partie pour moi des réponses. Et puis la société, notamment, c'est très souvent le cas lorsqu'elles sont confrontées aux violences, lorsqu'elles sont confrontées au monde judiciaire, et notamment qu'elles doivent être, par exemple, je prends l'exemple des expertises psychiatriques, selon l'obédience psychanalytique à laquelle elles sont confrontées, c'est-à-dire à la personne qui va donc les expertiser. Alors là, c'est vraiment dramatique. Bon, moi, je n'ai pas vécu ça personnellement, mais je le vois, je le constate dans bon nombre de dossiers de femmes que j'aide dans ces fondations. Mais c'est alarmant. Alors, pour tous ces magistrats, pour tout ce socle judiciaire fabuleux de personnes qui font magnifiquement leur travail, parce que de toute façon, je ne crois pas qu'on soit magistrat ou avocat, en tout cas magistrat surtout, sans avoir une conviction pleine et entière de vouloir donner et apporter aux autres. Il y a cette question du don de soi et d'un métier de conviction. Donc pour tous ces magistrats qui font merveilleusement leur travail, il faut les saluer bien sûr, mais ils sont confrontés très souvent à devoir se remettre à ces expertises psychiatriques ou parfois psychologiques qui ne sont pas forcément faites par des experts psychiatres, par manque de temps. Et je ne dis pas que c'est la facilité, mais ça fait partie de la mécanique, dans le domaine en tout cas des violences intrafamiliales. Et c'est absolument délétère quand les femmes y sont confrontées et qu'elles doivent donc s'expliquer, notamment sur la question des violences. Pourquoi elles ne sont pas parties plus tôt ? Pourquoi elles n'ont pas déposé plainte plus tôt ? En fait, et qui les ramène à une culpabilité, c'est une double peine. C'est-à-dire que, ne serait-ce que poser la question à une femme, pourquoi n'est-elle pas partie ? Plutôt, c'est ne pas réaliser toute la question de l'emprise psychologique. On en parle heureusement de plus en plus, d'ailleurs c'est nécessaire d'en parler. Voilà, toute cette société rappelle et instille cette vulnérabilité. Je parle de la justice parce que pour moi la justice est le socle d'une nation. Et le socle, c'est la base. Tout est justice, tout est droit. Qu'on prenne un verre d'eau qui n'est pas à nous, qu'on ouvre la portière d'une voiture qui n'est pas la nôtre, tout est droit. Un socle défaillant, parce que débordé, parce que trop souvent réformé aussi. Je vous recommande le livre d'ailleurs de Béatrice Brugère, qui est une magistrate fabuleuse, qui vient d'écrire ce livre. Alors, j'ai pas le titre en tête, mais... Je le mettrai dans le titre, pas de souci. Et donc, à partir du moment où le socle, donc la base d'une société, est défaillant, c'est toute la société qui est défaillante. C'est délétère, voilà. Traitement réservé aux femmes dans le milieu judiciaire, c'est délétère. C'est délétère pour les enfants et ça les rend extrêmement vulnérables et ça ne protège pas les enfants quand c'est le cas. Voilà.
Alors, il y a plein de choses dans ce que vous dites. Premièrement, par rapport aux enfants, il y a eu de la même façon que le droit de l'homme, et toujours le droit de l'homme en France, c'est le seul pays où c'est encore le droit de l'homme dans le monde entier, c'est le droit des êtres humains. On parlait de droit des enfants qui n'ont pas été écrits aujourd'hui, on parle d'adultisme aujourd'hui, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'équivalent du sexisme envers les enfants qui dit qu'en gros, les enfants n'ont pas le droit à la parole et elle n'est pas écoutée. Par rapport aux violences faites aux enfants, il y a un très bon podcast à soi, il y a un épisode sur le sujet, je le mettrai dans le descriptif, qui explique qu'en fait, on n'écoute pas les enfants parce qu'on n'est pas capable d'entendre la violence qu'ils ont subie, de la même façon que le mouvement MeToo montre qu'il prend beaucoup trop d'ampleur pour que la société soit capable de l'entendre. C'est trop violent d'entendre qu'il y a autant de violeurs, c'est trop violent d'entendre qu'il y a autant d'agressions sur les enfants. Et donc, c'est pas une question de déni, c'est qu'à un moment, face à tant de violence, on l'écoute plus. Voilà la situation. Après, il y a plein de choses qui sont faites sur le sujet. Moi, il y a un truc que vous mettez en avant que je trouve intéressant, dont on parle peu, c'est que vous êtes quand même une femme très investie, qui est colonel réserviste, qui s'intéresse aux chefs d'orchestre, qui a monté une association pour mettre en avant les chefs d'orchestre, qui a quand même un poste en termes de pouvoir, en tout cas de direction. Vous êtes nommée dans l'influence et malgré tout, vous dites en fait, oui, moi aussi j'ai subi ça. Et là où c'est intéressant, c'est que très souvent, quand on met en avant des femmes qui sont victimes de violences domestiques ou qu'on met en avant des situations compliquées, mais même dans le monde de l'entreprise, l'emprise, elle est partout. La violence psychologique, elle peut être partout. On met en avant finalement la vulnérabilité au sens où on l'entend, qui est plutôt victimaire. Alors que ce qu'on voit aussi, c'est que finalement, toute femme, il peut y être sujette en fait. Oui, je voudrais rebondir sur ce que vous dites, c'est très intéressant parce que vous parlez de moi. Donc effectivement, d'abord, il faut qu'on en parle et c'est très bien. On parle souvent de phénomènes d'emprise, etc. Mais c'est très bien. Mais effectivement, il reste la question de sur qui ça tombe en quelque sorte. Et le sur qui ça tombe, ces violences, puisque vous me parlez de moi, femme entre guillemets d'influence, etc. J'aime pas trop ce mot, mais ça contribue en tout cas à mes engagements. Sur qui ça tombe, la question du sur qui ça tombe est pour moi très intéressante. Parce que quelque part, elle dérange. Je ne vais pas parler de moi à titre personnel, mais elle dérange parce que effectivement, une femme qui a un rôle important dans une société, qui occupe un poste de dirigeante, qui est intelligente, qui, alors en plus, si elle est belle, qui est indépendante financièrement. Alors là, vraiment, j'ai envie de dire, là, c'est la triple peine. Parce que se pose à la fois la question de l'interrogation qu'elle génère, c'est-à-dire que on a toujours une méfiance envers les femmes. Ça, c'est vraiment quelque chose que je constate. C'est-à-dire que, de manière générale, sans avoir été victime de violence, une femme, quand elle réussit, très souvent, en off, on dit « mais qu'est-ce qu'elle a fait pour y arriver ?» On ne va jamais se poser la question. Ensuite, quand elle est victime de violence, les violences, pour moi, qu'elles soient sexuelles, physiques, psychologiques, je les mets toutes dans le même sac, bien qu'elles aient des conséquences évidemment différentes. Alors là, se pose vraiment la question de sur qui ça tombe. C'est-à-dire que si ça tombe sur une femme dirigeante, intelligente, belle, etc., alors là, on est au stade de la double peine, pas encore de la triple peine. La double peine, c'est « mais comment, toi, intelligente, mais t'as rien vu, tu l'as pas vu arriver, comment, toi, tu as pu te laisser attraper, en fait, te laisser faire, ne rien voir ?» Et alors souvent c'est dit avec beaucoup de bienveillance, je n'en veux pas aux personnes qui posent ces questions-là, je n'y accorde aucun jugement, je dis que ça s'inscrit comme ça dans un mode de pensée. Comment c'est possible ? Et vraiment, on a du mal à croire qu'une femme indépendante, qui est libre, en apparence en tout cas, puisse tomber entre les mains d'un prédateur. Et donc, c'est pour ça que je dis sur qui ça tombe. Quand c'est le cas, c'est vraiment la double peine pour les femmes. Parce que en plus, on leur dit, mais comment c'est possible que ça te soit arrivé à toi ? Et ça, c'est pas facile. Bon, voilà. Ensuite, c'est pareil, elles payent la triple peine dans le monde judiciaire parce que très souvent, et là encore une fois, j'en reviens aussi au monde de l'expertise, si elles sont trop intelligentes, là, qu'elles répondent trop bien et qu'elles sont face parce que
Qui dit personne intelligente dit personne complexe, avec des porosités, et que parfois une personne intelligente peut être face à des contradictions parce qu'on ne comprend pas forcément sa propre histoire. Et alors parce qu'elle est face à des contradictions, ou parce qu'elle fait preuve de colère, ou qu'elle est angoissée parce que le trauma, dont on parle aussi très peu, les conséquences de ces violences, elle ne va pas forcément avoir conscience, eh bien, ont des conséquences. Les traumatismes engendrés par les violences vont avoir des conséquences aussi sur leur manière de penser leur propre histoire. Et donc, ça crée parfois des discours qui n'ont pas forcément une entière cohérence, surtout parce que c'est compliqué de comprendre ce qui nous arrive. Et j'ai entendu récemment Judith Chemla dans un livre fabuleux, « Notre silence nous a laissés seuls ». C'est aussi ça, c'est-à-dire que je ne sais pas comment elle a perçu ce titre parce que je n'ai pas lu son livre, mais je l'ai entendu dans de nombreuses interviews. Et en réalité, ce silence, c'est aussi le silence qu'on s'impose à soi-même parce que on ne comprend pas tout. C'est très, 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 en tant que femme, et c'est aussi, vous parliez de vulnérabilité, c'est encore une source supplémentaire qui rend les femmes vulnérables, c'est de ne pas comprendre en réalité ce qui leur arrive. À elles-mêmes, elles ne comprennent pas. Exactement, oui. Ouais. Alors, pour remettre dans le contexte, c'est quelque chose de systémique en fait, ce que vous décrivez, c'est la société de domination dans laquelle on est aujourd'hui. Domination au sens large, domination patriarcale, domination sur la nature, domination au sens large, fait qu'il y a un dominant et un dominé, ou un dominant et une dominée, ou vice-versa. Là où c'est intéressant aussi, c'est que il y a des femmes dominantes, je disais, il y a 20% de victimes qui sont des hommes, il y a que 4% seulement de femmes qui sont des agresseuses, du coup. Mais les stéréotypes et les caractéristiques ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que quand on voit un homme dominé, on sait qu'il est dominé. Vous verrez jamais un homme qui est victime de violence, qui est directeur, qui a une place importante dans la société. Je dis pas que ça n'existe pas, mais par contre, il n'aura pas cette place-là dans la société. Sa femme ou sa compagne ou la personne avec qui il est, en tout cas la personne qui le domine, l'aura, mais lui, non. Là où c'est vrai que c'est différent pour les femmes, là où les femmes qui vont se retrouver dans ces situations-là peuvent avoir ces positions-là et peuvent avoir des postures plutôt où on se dit mais comment c'est possible ? Parce que la société le permet et du coup ça pose question. C'est une énorme charge mentale, c'est une énorme charge physique parce qu'on peut tomber malade. Et ça, je le dis plus largement parce que ça leur cause aussi des problèmes, vous avez dit financiers, mais ça impacte le monde du travail, ça impacte leur vie de tous les jours et plus elles ont des enfants, plus elles sont vulnérables. Pourquoi ? C'est parce que le fait d'avoir un enfant, il y a un attachement à l'enfant, mais en plus d'un point de vue sociétal, les mères sont encore 2 fois plus jugées que les femmes. C'est-à-dire que les femmes déjà le sont, mais les mères encore plus. Ah oui, quand elles sont pas assez mères, on leur reproche d'être détachées de leur enfant parce qu'elles sont carriéristes, et quand elles sont dans la majorité des cas, les mères sont reprochables. Dans ce que vous dites, bizarrement, il y a un truc qui a fait écho chez moi, alors pas du tout sur la violence domestique, mais plus sur les violences au travail et les notions de domination, parce qu'on les retrouve dans le monde du travail, de notions de dominant, les burn-out, les gens qui sont les relations toxiques. Et bizarrement, moi, ce n'a été qu'avec des femmes. Je crois que la pire personne à qui j'ai eu affaire, c'était une manager femme. Donc ça se fait aussi. Et j'ai eu exactement les mêmes phrases que vous quand j'en suis sortie et que je me suis rendu compte que ça n'allait pas. Mais de toi, on n'y attendait pas. C'est bizarre venant de toi parce qu'en fait, la posture, le besoin finalement d'être forte pour une femme dans une société pour réussir, ce besoin de montrer qu'on est capable, ce besoin de montrer qu'on a l'autorité, ce besoin de montrer qu'on ne flanchira pas parce que c'est des critères qui sont attendus par tous, mais qui sont essentiels pour une femme pour réussir, font qu'on ne peut pas montrer de vulnérabilité. Et finalement, moins vous montrez de vulnérabilité, plus vous êtes propice à ce que quelqu'un l'utilise et vous rende vulnérable. C'est hyper important, cette notion de vulnérabilité là-dessus. Ce besoin, finalement, d'être une femme forte pour réussir, ce besoin de montrer qu'on a la tête haute, ce besoin de montrer qu'on y va, fait qu'il y a une notion de vulnérabilité derrière qui est très compliquée. Et après, ouvrir les yeux, c'est compliqué, parce que je ne sais pas si c'est ce que vous aviez pas la triple peine, mais c'est-à-dire que le jour où vous en rendez compte, finalement, comment on s'en sort ? Si on a toujours été quelqu'un de fort, si on a toujours montré qu'on était déterminé, si les gens s'appuient sur vous pour réussir, pour avancer, comment vous dites en fait non, ça va pas ? Donc voilà, donc il y a toute une société là-dedans. Et après, évidemment, c'est le même questionnement qu'on se pose. Pour revenir à la justice, évidemment, les confronte. Alors la justice, elle est scalée, les gens, ils sont ce qu'ils sont. La psychiatrie, la psychanalyse, elle est quand même encore aujourd'hui en France appuyée sur Freud, qui est quand même encore aujourd'hui, qu'il a fait des reconnaissances un peu sexistes, et il y en a des bases assez sexistes sur Freud. Le tribunal familial, il reconnaît encore l'aliénation familiale, même si elle n'est pas légale, elle est enseignée à l'École nationale de la magistrature.
Alors ça, c'est absolument dramatique. L'aliénation familiale, c'est un concept qui est sorti du chapeau en 1990, au moment où il y avait de plus en plus d'enfants qui parlaient de violence. Il y a un psychiatre qui s'est dit, tiens, parlons d'aliénation familiale. Comment il s'appelle ? Gardner. Aux États-Unis, ouais. Voilà, elle est encore enseignée en France aujourd'hui, elle pose beaucoup de questions. Donc dans le podcast à soi que j'écoutais sur ces sujets, quelqu'un disait les femmes ont élevé les enfants depuis des millénaires, faisons leur confiance quand même. Donc voilà, ça c'est le rapport à l'aliénation familiale. Tout ceci étant dit, pourquoi le parallèle est intéressant ? Parce que le parallèle pose la question de la place des femmes dans le pouvoir et qu'est-ce qui se passe quand elles y ont. Parce qu'en fait, avoir un pouvoir, c'est aussi avoir de la liberté. Avoir cette liberté, c'est l'opposé de la domination. Et finalement, quand on est dans cette situation ambivalente on est à cette place, mais en même temps, on est en souffrance, comment on s'en sort, comment on avance et comment on fait finalement pour retrouver quelque chose de plus apaisé où on peut avoir des alliés. Je vais refaire le parallèle à ce que vous disiez tout à l'heure sur chef d'orchestre et musicienne. Quand on est musicienne et qu'on a des enfants, bizarrement, ça pose pas de souci. Quand on arrive à des postes de direction d'orchestre, on se repose la question de finalement, est-ce qu'elle peut le faire ? Comment on se sort de cette problématique d'égalité de pouvoir, vous qui êtes à la fois dans le monde de la musique et dans le monde plutôt domestique de la violence domestique, pour vous, alors vous avez beaucoup parlé d'éducation. Mais comment on s'en sort finalement pour retrouver cet équilibre ? Et là, je vais parler de genre, mais de genre au sens sociologique du terme. Qu'est-ce qui fera qu'on arrivera à retrouver cet équilibre où on n'est plus en situation vulnérable, non vulnérable, besoin de montrer que, où finalement le pouvoir n'est pas donné et devient plutôt naturel ? Je ne sais pas si ça vous parle, cette question qui est très large. Oui, ça me parle. Écoutez, je vais paraître encore peut-être idéaliste, mais moi je crois plus que tout. D'abord, je suis extrêmement croyante. Mais extrêmement croyante. Je crois en Dieu, je crois, voilà, je pratique ma religion. Je crois profondément que l'amour est véritablement la clé, on ne peut pas dire de tout, mais vraiment la clé essentielle à tout. Voilà, ça, je crois ça. C'est-à-dire que l'amour, instiller l'amour, donner de l'amour, entourer les gens d'amour, s'entourer de gens qui te donnent de l'amour, est essentiel. À partir de la racine, puisqu'il faut prendre le mal à la racine, je crois qu'il faut vraiment éduquer. Et quand je dis le mal à la racine, c'est auprès des plus jeunes, des enfants, des très jeunes enfants, les entourer d'amour, vraiment. Parce que la société impose un tas de normes socio-éducatives et des charges diverses aux parents. Mais en réalité, alors, je ne sais pas, je dévie un petit peu sur la manière dont on peut éduquer un enfant, mais certains croient encore qu'on peut isoler un enfant dans une chambre et le laisser pleurer. Certains pensent d'ailleurs qu'un bébé peut continuer à pleurer. Tout ça, ce sont des croyances. Et en réalité, dès lors qu'on croit en l'amour et qu'on raisonne amour, on se pose moins de questions. Je trouve que les choses sont plus évidentes. Voilà, je vais dire bêtement, par exemple, et ça résout pas tout, attention, en tout cas sur ce plan-là. Mais bon, moi, mon bébé, je l'ai jamais laissé pleurer quand il était bébé, et puis même encore maintenant, c'est un grand, il a 6 ans. Mais j'ai toujours raisonné en amour, vous voyez. Et donc, le laisser dans son lit, bébé, je l'entendais pleurer, je me jetais sur lui pour lui donner mon amour, le prendre dans mes bras, l'embrasser. Donc, je raisonne pas en questions socio-éducatives, est-ce qu'il faut raisonner en amour, voilà. Et ça, pour moi, c'est extrêmement fort. Et à chaque fois qu'on va se poser d'abord la question comment je fais avec mes tripes, avec mon cœur, déjà, je trouve qu'on est plus fort. Et ça crée une société plus forte. Si on se posait toutes et tous la question, d'abord un peu comme une question primitive, je trouve que ça irait mieux. Et ensuite, donc redonner du sens, parce que si on part sur cette base-là, eh bien, on est plus bienveillant, alors, on est plus tourné vers les autres, parce que si on pense à l'amour qu'on donne, eh bien, et qu'on en donne plus, on en reçoit plus. Tout ça crée en réalité des énergies extrêmement riches. Et donc, on s'en sort parce que on prend les choses à la racine avec beaucoup de simplicité et on éduque pour que les enfants soient non pas égaux, c'est-à-dire qu'un garçon et une fille, on n'a pas une obligation de les rendre absolument égaux, mais simplement de nourrir. Alors, je sais que l'éducation nationale est extrêmement dépassée par cette jeunesse qui évolue, mais justement, c'est le moment encore plus, parce qu'on vit cette crise comme ça, cette crise morale, cette perte de sens générale,
c'est le moment de vraiment se concentrer sur les plus jeunes pour ne pas laisser perdurer cette violence, pour ne pas que cette violence se perpétue au travers des générations à venir. Et plus tôt on va éduquer, et plus tôt on va... Et c'est peut-être utopique que de penser ça, mais vraiment éduquer les garçons, les filles, et c'est vraiment pour moi la chose la plus évidente qui soit. Voilà. Merci beaucoup. Exceptionnellement pour cet épisode, je vais vous faire un petit rappel. Si vous êtes victime de violences physiques, psychologiques ou économiques au sein de votre couple, ou si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je vous invite à appeler le 3919, numéro d'écoute pour les violences conjugales. Comme vous pouvez l'avoir entendu dans cet épisode, ça peut arriver à tout le monde. On a tous le droit d'être vulnérable. Le plus important, c'est d'en sortir. Prenez soin de vous. Si vous avez aimé cette interview, partagez-le autour de vous. Dites-le nous aussi en commentaire, sur les plateformes ou sur les réseaux. C'est toujours un plaisir d'avoir vos retours. Et bien sûr, pensez aux étoiles pour toujours nous donner plus de visibilité. Merci beaucoup et à bientôt.